Bonsoir et bienvenue dans le Grand Soir 3. À la une, la fête de l'Assomption endeuillée à Madère au Portugal. 13 personnes ont été écrasées par un arbre. Un chêne vieux de 200 ans tombé sur une foule de fidèles peu avant le début d'une procession. L'auteur présumé de l'attaque à la voiture bélier à Sept-Sort, toujours en garde à vue. Ses propos sont incohérents et son mobile reste flou. Son véhicule lancé dans une pizzeria a tué une adolescente et fait de nombreux blessés. Les consommateurs veulent plus de transparence sur le dossier des œufs contaminés. Certains préfèrent s'approvisionner directement auprès des éleveurs. Les entreprises françaises concernées par cette crise sont aujourd'hui au nombre de 14. Et puis, triste anniversaire pour les amoureux de rock'n'roll. Un 16 août 1977 disparaissait Elvis Presley. 40 ans plus tard, ses fans sont toujours inconsolables. Sa maison à Graceland est le deuxième lieu le plus visité aux États-Unis après la Maison Blanche. Cela devait être un moment de ferveur. Ce 15 août, jour de l'Assomption, s'est transformé en cauchemar pour des chrétiens de l'île de Madère au Portugal. Juste avant une procession, un arbre multicentenaire est tombé sur la foule. Bilan provisoire, 13 morts et une cinquantaine de blessés. Olivier Martin. La messe célébrée en plein air est filmée en continu par un amateur. Malgré la qualité dégradée de l'image, on distingue de nombreux fidèles quand soudain, un arbre s'abat en plein milieu de la foule. Des dizaines de personnes fuient en panique. Dans un amas de branchages, les secouristes interviennent. À même le sol, ils portent les premiers soins aux personnes les plus touchées, sous le regard incrédule des fidèles. J'ai entendu un bruit, j'ai regardé en haut, j'avais mon enfant avec moi, et là j'ai vu l'arbre tomber. J'ai pris mon enfant et on s'est mis à l'abri. C'était la panique tout autour. Les pompiers sont obligés d'élaguer l'arbre pour pouvoir extraire les victimes. Au moins 13 personnes ont péri écrasées. On compte également une cinquantaine de blessés, parmi lesquels une personne de nationalité française. Une enquête a été ouverte. Selon le maire de la commune, le chêne, âgé de 200 ans, n'était pas répertorié parmi les arbres présentant un risque de chute. Les autorités portugaises ont décrété 3 jours de deuil dans la région. De graves troubles psychologiques, c'est ainsi que le procureur adjoint de Meaux a décrit le conducteur du véhicule à la voiture bélier qui a foncé hier soir dans une pizzeria. Une attaque qui a fait un mort et de nombreux blessés. L'homme de 32 ans, toujours en garde à vue cette nuit, tient des propos incohérents. Victoria Roussel, Philippe Lagaude. Il n'a opposé aucune résistance lors de son interpellation. David Patterson, 32 ans, est un vigile en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Un homme au profil très instable. Gros consommateur de stupéfiants depuis l'âge de 9 ans, il affirme aux enquêteurs avoir été hors de contrôle au moment des faits. Son audition a révélé de nombreuses incohérences. Il explique dans un premier temps qu'il envisageait de se suicider, tout en sachant pertinemment que ces médicaments ne permettent pas de mettre fin à ses jours. Et puis dans un deuxième temps, il explique que finalement c'était pour mieux dormir. Hier soir vers 20h, il fonce sur la terrasse d'une pizzeria au volant de cette BMW. Dorian, 19 ans, se trouve là. On le voit à gauche sur cette photo. Il a pu filmer la voiture alors que son conducteur est encore à l'intérieur. Les gens ils hurlent, s'il y a plein de gens par terre, il y a du sang partout, il y a tout qui est cassé. Tout début je me suis dit c'est un monsieur qui rentre du travail, qui s'est endormi ou quelque chose comme ça. Mais au vu de ses réactions, après par la suite quand je le voyais par la fenêtre, je me suis dit qu'il n'était pas là par hasard. Aux enquêteurs, le suspect raconte qu'il a attaqué ce lieu facile d'accès, sans protection ni sécurité particulière. Le bilan est lourd, une adolescente de 12 ans est tuée. 12 autres personnes sont blessées, dont 5 dans un état grave. Dans son village de la Ferté-sous-Jouarre, à 2 km à peine du lieu du drame, ses voisins disent leur incompréhension. Pour moi, c'est pas lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas lui. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas bagarreur, il n'est pas histoire. Quelqu'un lui dit quelque chose, il suit son chemin. Il passe dans la rue, il fait la bise à tout le monde. Ah oui, vraiment, il était...
Ça, on est tous comme ça ce matin. Hein. La piste terroriste a été très vite écartée. David Patterson est poursuivi pour meurtre aggravé. Il sera présenté demain dans la journée à un juge d'instruction. Et parmi les victimes de cette attaque, une jeune femme de 20 ans, blessée à la jambe. Elle était serveuse dans la pizzeria au moment des faits. Nathalie Pérez et Philippe Lagone l'ont rencontrée. Ils ont pu recueillir son témoignage fort et troublant. Le récit de Laurence Naon. Elle nous a donné rendez-vous à l'hôpital de Meaux. Frédéric Zajac vient de sortir du bloc opératoire. Fracture ouverte du tibia, côte cassée, contusion au bras. Hier soir, la jeune serveuse de 20 ans travaillait sur la terrasse de la pizzeria de Sept-Sors au moment où la voiture a foncé. Je l'ai vu arriver avec la main sur le volant comme ça, je m'en rappelle, avec un grand sourire sadique. Au début, j'ai cru qu'il allait faire peur à des amis à lui qui étaient sur la terrasse ou quoi. Et puis en fait, j'ai vu qu'à la vitesse où il arrivait, il n'aurait jamais eu le temps de freiner ou de tourner. Et puis là, après, c'est arrivé tellement vite, il nous a foncé dessus. Et puis le choc, ça nous a fait traverser, atterrir dans le restaurant. Courageuse, digne, Frédéric refuse de s'apitoyer sur son sort. Mais elle est hantée par les images de cette soirée d'horreur. Bouleversée par le souvenir des victimes. J'ai vu les jambes de la petite là, qui est décédée, qui était à 50 cm de moi, qui était juste à côté du pneu de la voiture, du pneu arrière droit de la voiture. Et il y avait une dame un peu plus âgée aussi à côté de moi. Et là, le mec, il a voulu faire marche arrière, donc j'ai entendu les pneus glisser, j'ai vu le pot de fleurs qui commençait à reculer. Donc là, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis sauvée parce que je savais pas s'il était armé, s'il allait nous rentrer dedans ou pas. Retrouver ses collègues de la pizzeria au plus vite. C'est le souhait de Frédéric Zajac pour pouvoir ensemble se reconstruire. Dans l'actualité internationale au Sahel, les attaques terroristes se multiplient. Après le Burkina Faso, c'est le Mali qui a été la cible hier de djihadistes présumés. Cette fois, les assaillants ont visé l'ONU lors de 2 attaques distinctes. Bilan 9 morts, dont un casque bleu. Ces assauts ont été donnés la veille d'une importante réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, où il a été notamment question de la lutte contre le terrorisme dans la zone. Une pause dans la crise politique entre la Corée du Nord et les États-Unis. Le dirigeant nord-coréen renonce pour l'instant à lancer ses missiles sur l'île américaine de Guam, située dans le Pacifique. Mais son plan d'attaque n'est selon lui pas pour autant écarté. Léa Scherer. Comme un chef d'armée prêt au combat, Kim Jong-un écoute ses généraux. Ils lui présentent leur projet de tir de missiles sur l'île américaine de Guam. Mais le dictateur nord-coréen a décidé de ne pas enclencher, pour l'instant, le plan d'attaque prévu. Il aurait déclaré vouloir, ce sont ses mots, observer encore un peu le comportement idiot et stupide des Yankees. Sur l'île de Guam, le ton est plus diplomatique. Les autorités américaines sont soulagées. Nous sommes heureux que le discours de Kim Jong-un soit plus apaisant. Personne ne veut qu'une confrontation remette en cause la paix dont nous profitons aujourd'hui dans cette station touristique. Guam vit essentiellement du tourisme. Les menaces du monarque nord-coréen avaient effrayé habitants et vacanciers, désormais rassurés. Il a décidé de passer à autre chose. Bon, nous étions prêts. Je veux dire, vous savez, nos militaires sont là et protègent notre île. Pas d'attaque? Génial. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'apaisement des tensions pourrait bien n'être que ponctuel. États-Unis et Corée du Sud doivent mener ensemble des exercices militaires la semaine prochaine. Kim Jong-un les menace aujourd'hui de représailles s'il devait avoir lieu. La Sierra Leone pense ses plaies et appelle à l'aide, une aide internationale attendue d'urgence après les inondations et coulées de boue qui ont tout emporté sur leur passage. Le bilan provisoire est de 312 morts, mais il risque de s'alourdir. Les secours sont toujours à la recherche de personnes disparues. Kanwaljit Singh. Des corps continuent à être dégagés des décombres, mais beaucoup restent encore ensevelis. Depuis 2 jours, les secouristes travaillent sans relâche dans l'espoir de retrouver des survivants. Nous ne savions pas que le glissement de terrain était aussi terrible. Nous sommes venus ici, nous avons envoyé notre équipe dans les zones touchées. Nous avons sauvé des vies, bien sûr, mais surtout ramassé des cadavres. Le constat est terrible. Des familles entières sont décimées. J'ai d'abord vu le corps de ma sœur
et j'ai appelé à l'aide. Mais en réalité, j'ai perdu tous les miens. 8 personnes. Des pluies torrentielles ont provoqué lundi matin des coulées de boue dans la capitale. Ici, dans le quartier de Freetown, c'est une colline entière qui s'est affaissée, entraînant tout sur son passage. Les rues transformées en torrents ont piégé des milliers d'habitants. La cause de ces inondations est la taille des égouts qui sont trop étroits. Nos maisons sont remplies d'eau. On crie, on pleure, mais il n'y a rien à faire. Les blessés sont pris en charge à l'hôpital, mais les morgues manquent de place pour accueillir tous les corps. On nous rapporte surtout des cadavres. Il n'y a pas beaucoup de blessés en réalité. Et ces cadavres sont vraiment dans un état épouvantable. Ces inondations font partie des plus meurtrières d'Afrique depuis 20 ans. D'après les autorités, des milliers de personnes sont encore portées disparues dans la capitale. Le bilan devrait donc s'alourdir. C'est une lutte acharnée que mènent depuis 3 jours les pompiers grecs. Ils doivent faire face à 3 gros incendies dans leur pays. Et devant l'ampleur du phénomène, les autorités demandent des renforts à l'Union européenne. Nicolas Carvalho. Une catastrophe écologique. L'un des poumons verts de la région d'Athènes brûle depuis 3 jours. Sur place, plus de 200 pompiers renforcés par des avions, des hélicoptères et une centaine de militaires s'activent contre l'incendie. Mais les moyens employés ne suffisent pas. Des habitants viennent leur prêter main forte. Les secours ne sont pas venus assez vite. Et si on n'arrête pas un feu de forêt de cette taille dès le début, c'est très difficile de l'éteindre. Les flammes se sont intensifiées la nuit dernière. Les températures élevées et un vent constant de 40 km/h ont attisé les multiples foyers. En 3 jours, 146 départs de feu dans le pays. S'il n'y a pas eu de blessés, au moins une dizaine de maisons a été détruite. Et les habitants craignent que la situation s'aggrave encore. C'est une catastrophe. Toute la zone autour du village est en feu. Et maintenant, derrière moi, l'incendie a repris. Il est immense. Depuis le début de l'été, la Grèce était relativement épargnée par les incendies. Les autorités locales attribuent plusieurs départs de feu à des actes criminels. Le reste de l'actualité chez nos voisins européens nous emmène en Belgique, en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne, où la 2e compagnie aérienne en grande difficulté financière est en passe d'être rachetée. Géraldine Delinger. Air Berlin dépose le bilan en Allemagne. Air Berlin hat einen Insolvenzantrag gestellt. La 2e compagnie aérienne allemande est en faillite. Un de ses actionnaires vient de lui faire défaut. Mais pas d'inquiétude pour les passagers qui ont déjà payé leurs billets. L'État prend le relais avec un prêt pendant 3 mois. Des négociations avec la Lufthansa sont en cours et nous espérons qu'elles aboutiront d'ici là. Air Berlin emploie 8600 personnes. Pas sûr que la Lufthansa accepte de garder tout ce personnel alors que la dette de la compagnie dépasse le 1 milliard d'euros. Londres veut laisser la porte ouverte après le Brexit. Temporary customs relationship with the European Union. Une union douanière provisoire d'environ 2 ans. Voilà la nouvelle proposition des Britanniques pour garder les clés de l'Europe après le divorce. Nous ne serons plus membres, mais nous pourrons accéder au marché unique comme avant et profiter de ce temps pour négocier des accords bilatéraux avec les pays de l'Europe. Une proposition accueillie très fraîchement par le négociateur européen Michel Barnier. Une omelette géante à l'ère du fipronil en Belgique. On surveille la provenance des 10 000 œufs qui composent la recette du jour. La substance toxique qui inquiète l'Europe entière n'aura pas raison des traditions belges. La confrérie de Malmedy n'a pas lésiné sur la marchandise. C'est des œufs billons qui viennent du côté d'Aubel. J'ai confiance dans nos personnes des alentours, des fermiers et des poules et tout. Une poêle de 4 mètres de diamètre au bout du tracteur, il fallait bien cela pour tordre le cou aux oiseaux de mauvais augure qui n'ont pas réussi à gâcher la fête. Et en France, on ne connaît toujours pas l'ampleur du scandale des œufs contaminés. Le ministre de l'Agriculture promet de donner la liste des produits suspects pour la fin de cette semaine.
En attendant, les consommateurs restent prudents et privilégient les circuits courts. Julien Bigard. Des étals dévalisés. Sur ce marché en Bretagne, ce qui veut dire que vous pouvez les faire à la coque et les conserver 3 semaines et demie. Les clients se jettent sur les œufs des petits producteurs de la région. Moi, je suis en vacances, alors je sais que le monsieur m'a dit que c'est de chez lui et j'en ai acheté. Sinon, je n'en achèterai pas. La conséquence directe du scandale sanitaire, selon les éleveurs. C'est un scandale de plus, finalement, qui succède à tous les autres en partant des lasagnes, etc. quoi. Là, depuis 15 jours, 3 semaines, c'est la grosse explosion sur les œufs, quoi. C'est normal, c'est normal. Les gens ont quand même un petit peu envie de manger mieux, quoi. Une méfiance grandissante des Français. Quels œufs et quels ovoproduits ont été contaminés au fipronil? Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture veut rassurer. Il rendra public tous les produits incriminés d'ici quelques jours. Pour l'instant, seule une liste de 14 entreprises ayant pu utiliser des œufs contaminés a été dévoilée, comme en Alsace, l'usine de Valfleury. Ce fabricant de pâtes a importé 44 tonnes d'œufs et d'ovoproduits des Pays-Bas. Mais l'industriel dit avoir effectué des tests, le lavant de tout soupçon. Les pâtes qu'on a produites avec ces lots, on avait déjà les résultats d'analyse, étaient déjà conformes, il n'y avait pas de fipronil dans nos pâtes. C'est pour ça que, quelque part, on trouve injuste d'être un peu mis sur la liste de la DGAL, puisque nous, on est capable d'apporter toutes les garanties, toutes les preuves que tous nos produits sont exempts de fipronil. Pour l'instant, aucun produit de l'usine n'a été retiré des rayons des supermarchés. Mais l'enquête des autorités sanitaires n'est toujours pas terminée. Et vous pouvez suivre l'évolution de ce dossier sur notre site et application France Info. Aujourd'hui, 16 août, cela fait 40 ans que le King Elvis Presley est décédé. Une disparition qui a choqué à l'époque de très nombreux fans à travers le monde. Aujourd'hui encore, certains ne se remettent pas de la mort de cette icône du rock. Alice Fimbel-Boer, Alexandre Hébert et Jérémy Chantereau. 40 ans après sa mort, Elvis est encore dans tous les cœurs. Dans sa maison à Memphis, 600 000 fans viennent chaque année se recueillir sur sa tombe. Véritable lieu de pèlerinage. Il vous donne le feu. Sa musique est encore vivante. Elle transcende des générations. On l'écoute toujours. Avec sa voix unique, son style de rocker et son déhanché qui a tant choqué à l'époque, Elvis Presley est entré dans la légende. Aujourd'hui, dans le studio où il a enregistré sa première chanson en 1954, ses fans se métamorphosent en leur idole le temps d'une photo. Je me sens vraiment au paradis. Savoir qu'Elvis a touché ça, vous savez, c'est comme waouh. J'ai touché la même chose que lui. C'était si merveilleux. Né dans le Mississippi d'une famille modeste, c'est en chantant du gospel à l'église, dès le plus jeune âge, qu'Elvis trouve sa voix. Ses inspirations, la country et la musique noire américaine. Dans les années 50, la musique noire passait pas sur les ondes, quoi. Donc il a fallu que ce soit un blanc qui la métamorphose à sa façon. James Brown, qui est quand même pas rien, a dit « On a accusé Elvis Presley d'avoir volé la musique des Noirs ». Il dit non, il a donné une voix au peuple noir. Même ferveur outre-Atlantique, pour ce disquaire parisien, le King a bouleversé la scène musicale de l'époque. Elvis a laissé une empreinte telle qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas les Beatles, il n'y aurait pas les Stones, il n'y aurait pas tout ça, quoi. Donc Elvis a apporté quelque chose à la musique. Avec plus d'1 milliard d'albums vendus, le King a fait vibrer de nombreuses générations, avec une musique qui semble tout simplement indémodable. Elle est place maintenant à l'actualité des régions. C'est déjà un peu la rentrée à Pleumartin dans la Vienne. Ici, les enfants repartent avec un cartable rempli de fournitures scolaires pour 5 à 6 € seulement. Ça fait du bien à la tête? Oui. Ouais. Ouais. À la tête et au porte-monnaie. Parce qu'on peut beaucoup plus acheter de choses. Un vrai coup de pouce quand on sait que le coût moyen de la rentrée est évalué à un peu plus de 190 €. Ces fournitures scolaires neuves à bas coût sont financées par l'association Vert à Nice, créée par un professeur des écoles. J'en ai eu assez de voir des enfants qui arrivaient à l'école avec des sacs troués, des trousses vides. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour ces gamins.
qu'ils aient le droit d'avoir une rentrée comme les autres, pas se faire marquer négativement dès le jour de rentrée. 200 familles réparties sur 40 communes de la Vienne et d'Indre-et-Loire pourront ainsi préparer la rentrée dans la sérénité. Si vous êtes en Seine-Maritime, précipitez-vous au Havre pour visiter l'Union, un 4-mâts péruvien en escale jusqu'à demain soir. Un bateau-école qui fait office aussi de porte-drapeau pour le pays sud-américain. 115 mètres de long, 4 mâts, les Péruviens n'ont pas joué petit bras pour la construction de leur navire-école. Sorti des chantiers de Callao l'an dernier, l'Union est le plus grand voilier sud-américain en navigation. Pour le commandant Ramirez, il est essentiel de former les marins dans le respect des traditions à la voile. Nous ne formons pas seulement des marins de guerre, nous formons surtout des hommes de principe et de valeurs. Et la navigation à voile et au vent apporte justement le travail en équipe, la confiance, la loyauté et le sens des responsabilités. Il y a 83 cadets à bord, tous en rouge et blanc. Leur formation pour devenir officier dure 5 ans, mais là, c'est leur premier voyage intercontinental. Pour la plupart, un rêve de gosse. Depuis le collège, je voyais mon avenir dans la marine nationale. Des membres de ma famille le sont aussi et m'ont inculqué le goût de la mer. Il y a presque tout à bord. La chapelle, pour la prière, le cabinet dentaire, pour les rages de dents, les cabines, avec 4 bannettes et bien sûr la cambuse, avec le chef Raphaël qui cuisine en musique. Il faut bien ça pour nourrir les 250 marins du bord. C'est de la cuisine du Pérou. Je prépare une purée d'épinards avec du riz et en entrée, il y aura un soufflé de légumes. Au-delà de la formation, ce nouveau navire-école sert d'ambassade itinérante au Pérou. En Amérique latine, les gouvernements tiennent absolument au prestige que véhiculent ces grands voiliers. Ils les ont tous, que ce soit le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil. D'ailleurs, le bateau ambassadeur du Brésil sera présent dans 15 jours au Havre, le Cisne Branco. On a également le Colombien, le Vénézuélien, le Simon Bolivar qui est venu l'année dernière ici dans ces mêmes bassins. Donc c'est une vraie tradition sud-américaine de porter les couleurs et les valeurs de leur pays à travers ces bateaux qui sont emblématiques pour eux. L'Union est à visiter gratuitement dans le port du Havre mercredi. L'Aquitaine est connue pour ses 270 km de plage océane qui l'été accueille des milliers de vacanciers. Cette côte idyllique comporte certains dangers comme les baïnes. Une baïne, qu'est-ce que c'est? Cela signifie bassine en gascon. Ces cuvettes de sable fin qui se vident en créant des courants sournois sont étudiées. Un courant de baïne, c'est pas un courant qui est induit par la marée. C'est pas la marée qui se vide de la baïne et qui sort. Vraiment, le moteur du courant de baïne, c'est essentiellement les vagues. C'est un courant qui pulse, c'est-à-dire qu'à un moment, il va être on va dire, à 20 cm par seconde, et d'un seul coup, pendant 10-15 minutes, il va pulser à 1 mètre, 1 mètre 20 par seconde. Parfois, vous pouvez être carrément expulsé au large à 100, 200, 300 mètres au large de la zone de déferlement. Dans ces cas-là, il est recommandé de ne pas lutter contre le courant. Il y a quand même une certaine proportion de chances que quand vous êtes pris par le courant de baïne, en fait, vous reveniez au bout d'une dizaine de minutes. Pourtant, certains nageurs devront être secourus. Tout nageur sans palme dans une baïne qui tire, c'est-à-dire qui est agitée par de violents courants, sera en difficulté. Donc on anticipe le plus souvent pour les faire sortir. Si on ne peut pas les faire sortir en sifflant ou en faisant des signes, on se met à l'eau, on va les chercher. Et en dernier recours, on utilise le jet ou l'hélicoptère par électrodage. Emporté par le courant, une centaine de personnes a été secourues par hélicoptère l'an dernier. La moitié des victimes habitent la Gironde. Place à la revue de presse de ce mercredi. La Nouvelle République fait sa une sur la mobilisation au sommet pour tenter de libérer le journaliste Lou Bureau, détenu en Turquie. Emmanuel Macron a demandé au chef de l'État turc son retour en France. Le Figaro, lui, titre sur les emplois aidés. Ce sera l'autre chantier social délicat du gouvernement à la rentrée. Il juge ce système trop coûteux et peu efficace. Gaffe au con pour Libération, le con étant là utilisé pour le sexe féminin. Le quotidien a rencontré des femmes qui dénoncent des atteintes à leur intimité, une façon de rebondir sur la polémique concernant les actes gynécologiques non consentis.
La photo du jour marque les 70 ans de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Une indépendance qui s'est faite dans le sang. Sur ce cliché, un officier pakistanais en noir et en brun, un officier indien. Les deux hommes mettent en scène un affrontement physique durant des célébrations. Ces deux pays étaient d'anciennes colonies britanniques. Une photo de Narendra Nanu pour l'AFP. Merci de votre attention. Demain, retrouvez Émilie Tren-Nguyen pour le 12-13. Vous pouvez commenter et réagir à l'actualité sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Bonne nuit et à demain.